vraiment les enfants qui sauveront les choses et qui pourront faire abstraction de toutes les différences en vrai. Si on arrive à faire sensibiliser que les jeunes, on croit que le handicap, on va briser la glace, quoi. Il faut surtout que les parents laissent faire leurs enfants. Si l'enfant vient vers nous et qu'il veut nous poser une question, il peut le faire sans problème. Je préfère que les enfants, un adulte vienne me demander ce que j'ai, plutôt qu'il se fasse sa propre idée, parce que on se fait souvent de fausses idées. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va accueillir l'association Choisir sa vie. Donc vous pouvez leur dire bonjour, je pense. Donc c'est une association qui intervient depuis plusieurs années au collège. Et donc voilà, qui a vu d'autres enfants de 6e au fur et à mesure des années. Ils sont là pour discuter avec vous justement du handicap. Et ils sont là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, peut-être que vous n'avez pas forcément osé poser non plus. Et le but, c'est que vous fassiez connaissance. Voilà. Le but, pour nous, c'est que vous soyez le plus à l'aise possible. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire quand vous croisez une personne handicapée, certainement que vous vous posez des questions et que des fois, il a pu vous arriver dans votre vie que quand vous croisez une personne handicapée, on vous dit « ne le regarde pas, ne dis pas ça », etc. Ici, avec nous, en tout cas, vous avez tous les droits. Et puis les enfants, c'est tellement vrai, quoi. Ouais, ils n'hésitent pas. Ils n'ont pas de tabou, ils sont pas faux. Ils ont une question, ils la posent comme ils la sentent. Regardez-les, ils rigolent. Ils sont pris en flag. Parce que c'est ma trompe qui vous fait rire. Est-ce qu'on peut essayer de savoir qu'est-ce qui vous fait rire? C'est pour comprendre. Ouais, La parole. La parole. Regardez, Non, c'est lui qui me fait rire. Alors, Luc, il a l'habitude, parce qu'il a un âge certain, si dans la rue, par exemple, vous entendez une personne qui a des difficultés de parole, comme Luc, et que vous éclatez de rire, il va le prendre comme une moquerie. Et c'est extrêmement désagréable. C'est comme si, par exemple, moi, je m'éclatais de rire, et je vais dire, tu as vu les cheveux qu'il a tout raides, là? C'est clair. Apparemment, ça fait rire tout le monde. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'on utilise quelque chose d'hors norme, et on le transforme en quelque chose qui ne peut pas s'empêcher de rire. Les gars, dès qu'ils me voient, ils me prennent pour un malade mental, quoi, alors que c'est l'inverse, quoi. Et dès qu'on parle un peu avec moi, donc ils me disent « Ah, mais il raisonne !» Moi, quand j'étais gamin, on me disait « Sale nain, t'as vu, il est tout petit, oh, t'as vu la tête qu'il a, t'as vu... » Dire, on connaît tous, hein, j'ai eu votre âge. Hein. Moi, je me moque pas dans la rue, mais en fait, c'est parce que je suis avec mes potes que je dis. Là, je me moque pas. C'est pas grave. Non, Elle est mais désolée. non. Je veux pas te parler de la tête maintenant, donc tu peux rigoler. Si je te fais rire, c'est que si une personne de qui te fait rire, ouais, c'est tout. Mais il faut pas trop se poser la question, quoi. C'est vrai que souvent, mes amis, quand ils n'ont pas l'habitude de se balader avec moi, des fois, ils me sortent « T'en as pas marre quand on te regarde ?» Je dis non. À la limite, c'est normal, c'est quand t'as une différence, les gens regardent. Moi, je dois faire pareil aussi. Non, c'est pas un truc qui me... L'être humain est comme ça, je m'en fous. Si c'est une jolie fille, je fais un sourire. Si c'est un mec, je calcule pas. Je crois qu'il faut aller de l'avant. C'est ce qu'il a fait. Malgré son handicap, malgré le regard des autres qui se retournaient sur le fait qu'il bat, parce que même encore maintenant il salive, il a passé ça. Parce que c'est pas la société qui va vers eux, c'est eux qui vont vers la société finalement, qui font le premier pas. J'ai peur de ce que la société est en train de devenir, quoi. Parce que je pense que... Je sais pas, peut-être qu'on était plus naïfs un peu avant, mais je trouvais que les gens étaient plus tolérants que maintenant. On devrait faire comprendre aux gens que l'handicap mental n'est pas synonyme de violence, ni de folie, et parler justement dans les écoles de l'acceptation
et du fait qu'il bave. Parce que moi, Franck a été à l'école maternelle et les parents m'ont fait une pétition pour le faire partir. Parce qu'il bavait, ils avaient peur que ça soit contagieux. Parce que l'handicap mental fait peur et puis on ne cherche pas à savoir ce qu'il vit, quoi, s'il est heureux, s'il a des demandes. Non, l'handicap mental et les handicapés mentaux sont rejetés systématiquement. Moi personnellement, quand je sors dans la rue, je ne me sens pas différente des autres. C'est les autres qui me voient différente. Moi, je me sens pareil que tout le monde. J'ai beaucoup de mal à prendre vraiment confiance en moi, vraiment. Énormément de mal parce que c'est vrai qu'à l'extérieur du défilé, je ne suis pas quelqu'un qui, malheureusement, qui prend bien soin d'elle. Justement, ça va peut-être être dur ce que je veux dire, mais il n'y a que dans les défilés ou quand je fais des photos que je me sens jolie. En fait, les portraits, c'est une idée juste pour avoir quelques portraits avant le défilé. Et puis, moi, j'avais envie de faire ça pour un petit peu remercier toutes les personnes qui défilent, qui sont des amateurs, valides ou en situation de handicap, mais dans tous les cas, amateurs et volontaires. Ils ont vraiment cette envie-là, non pas de se montrer en photo, mais de partager quelque chose et de dire, ben voilà, on m'a maquillée, on m'a fait une belle coiffure et je suis content du résultat. Souvent, les gens qui n'aiment pas leur image, alors que finalement ils pourraient très bien l'aimer, on sent qu'ils se regardent un petit peu trop le nombril, alors qu'eux ont vraiment certainement des grosses blessures liées à leur souffrance et à leur handicap, et ils ne le laissent pas transparaître dans leur regard. Même si des fois on croise des regards de souffrance, mais quand il joue le jeu, il le joue vraiment à 100%, sans retenue, et je trouve ça très fort, très beau. Moi je la trouve géniale, hein. Elle est incroyable cette fille, parce que justement elle transmet tout par le regard, sa gêne, son envie, son plaisir, et elle est magnifique. Sa beauté réside surtout dans son regard, dans ce qu'il exprime. Est une personne délicieuse, qui prend très bien la lumière, qui est vraiment un mannequin formidable. Et accompagnée de sa sœur, donc elles font un binôme majestueux. On est des triplés, et donc on a un frère qui est avec nous, et on a une grande sœur de 25 ans qui s'appelle M-O-N-A, donc Mona. L'avoue. mais elle aime beaucoup voir des photos, faire des photos, être sur les photos. Donc ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. T'as beaucoup aimé. Ouais, elle a adoré. Surtout le fait que tu découvres une autre facette de toi-même, non ? Avec le maquillage, enfin... Ouais, c'était bien. Et elle adore qu'on lui touche les cheveux, la poupoune, donc c'est... Ouais, ça. Oui, alors elle dit qu'elle n'a pas confiance en elle, mais il y a un fond quand même qui est là. mais en gros, oui, tu trouves que ça te donne ça te met en avant, et là tu te dis, c'est là que tu vois que tu peux très bien avoir confiance en toi en fait. Alors, pour ce qui est de Mari Katayama, c'est la première fois que je la vois comme toi aujourd'hui. Ça m'a l'air d'un personnage assez fabuleux, assez hors norme, dans le sens positif. C'est une personne en situation de handicap qui veut montrer le handicap, qui est même en situation d'exhibition, mais une exhibition positive.
Et il faut noter qu'elle vient du Japon. Elle a besoin de revendiquer sa place dans la mode et revendiquer la place du handicap dans « je me montre, je suis là, je me fais voir ». I'm Marika Tayama. I was born in 1987. I have a program about my hand and both of legs. And when I was 9 years old, I amputated both of legs. I'm using artificial legs with like drawings. It's as a fashion for me. Yeah, because I'm an artist and sometimes a singer and show up above the people. So I have to decorate myself. Au plus on habitue le regard dès le départ, au plus on ne voit plus les choses sous le même angle. Donc effectivement, c'est habituer les personnes à ne plus voir le handicap. Il faut que le handicap s'efface et qu'on ne voit que la mode. Donc si effectivement la cible est bien touchée et que ce sont plus des ados ou des juniors ou même des enfants qui s'habituent à cette place-là, qui s'habituent à ces images, ensuite ça va se faire tout seul, il n'y aura même plus à dire Handi Fashion. Le nom va s'effacer, ce sera un défilé. On trouvera ça normal sans qu'il y ait une appellation pour dire oh attention, là on va faire défiler des personnes handicapées. Donc à terme, le but c'est de ne pas dire oh là il y a un défilé où il y a du handicap. Non. Mais j'espère effectivement que dans cette démarche-là, on arrive à cet objectif. Est-ce que c'est dur le quotidien, je sais pas, exemple pour s'habiller ou comme ça? Tu auras besoin d'aide. Tu voudras que je t'aide? Pourquoi? Pour t'habiller? Tout est très dur. Surtout au niveau des transferts. Les transferts pour aller aux toilettes, pour me mettre à la douche, pour me coucher. C'est très dur. Pour m'asseoir, pour me donner à manger, c'est très dur. Tout pour me donner à boire, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut des gens formés pour s'occuper de moi. Il n'y a personne pour s'occuper de moi. Comme elles sont payées à peu près 7,40 € de l'heure pour un travail très difficile. On ne peut pas trouver des gens formés parce que des personnes formées, ça coûte au moins 10 € net de l'heure. Contrairement à ce que la loi de 2005 en faveur des personnes handicapées peut dire entre les écrits et la réalité là, énorme. Donc tout retombe sur mon fils. Et mon fils n'en veut plus. Il a beaucoup. Et c'est tellement affreux que je suis prête à rentrer à l'institution pour que mon fils puisse avoir une vie normale. Est-ce que je vous demandais si dans la rue, par exemple, si vous voulez vous arrêter pour boire quelque chose, c'est souvent difficile d'accès pour un quelconque restaurant ou bar, parce qu'il y a souvent des marches. Donc c'est vrai que la ville n'est pas très bien adaptée, oui, pour Marseille. Oui. Vous l'avez constaté, qu'il y a des cafés, des magasins, des lieux qui ne sont pas encore accessibles, ne sont pas adaptés pour des personnes en fauteuil. Alors c'est surtout gênant pour des gens en fauteuil. Luc, lui, il n'a pas de problème, il peut accéder partout. Sébastien, un peu plus que moi.
Moi, c'est l'enfer. Alors tu vois, ça c'est un restaurant, il y a une marche, mais quand on vient, il nous met sur la rampe. Il a une rampe qui est rangée dans le resto, donc on peut y accéder. Seulement tu peux pas mettre une rampe en permanence parce que ça peut faire trébucher les gens. Et là tu as un exemple de rampe qui fait pas trébucher les gens. Pour accéder à la banque, ils ont adapté une rampe d'accès. Et là, dernièrement, on a appris une mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2005, il y a une loi qui a été votée, comme quoi il disait qu'en 2015, tous les lieux recevant du public en situation de handicap devaient être adaptés en 2015. Salut Dédé. Salut Charlie. Viens voir si tu as tes fraises magiques. Je vais te les chercher au frigo. Ouais, fraises de Bodina. Ramassées de ce matin. On est de plein pied, c'est ça qui est agréable pour Charlie et pour les gens comme Charlie. C'est vrai que mais j'en ai quelques-uns qui viennent. Hein. Mais je pense qu'au départ, quand ils ont tout refait il y a quelques années, il y a 7-8 ans en arrière, je pense qu'ils ont tout mis de niveau. Hein. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, quand même, parce que je vois qu'il y a des endroits où c'est pas très accessible. Et là, on vient d'apprendre qu'il y a des villes qui ont pris ça à la légère. Quand je dis des villes, ça peut être des élus, ça peut être des privés, hein, des patrons de restaurants, de bars, de lieux qui reçoivent du public, ont pris ça à la légère. Et là, on arrive en 2014. Et certains commencent à dire qu'ils ne pourront pas être prêts. Donc, le Premier ministre, le Président de la République, a donné une prolongation entre 2 ans et 9 ans pour se mettre à jour de ces retards-là, en plus de 2015. Hein. Tu vois, quand on me dit que l'accessibilité, c'est pas possible, je pense que c'est une question de volonté. Et que dans une ville comme Aubagne, jusqu'à présent, on a eu des élus qui ont eu la volonté de faire avancer les choses et qui ont quand même fait des efforts pour essayer de respecter la loi de 2005. Alors, tu vois là, on a un cinéma à Aubagne qui est totalement accessible. Ça c'est vraiment le top parce que il y a l'ascenseur, il y a toutes les salles, elles sont accessibles et voilà, ça devrait être partout comme ça en France. Voilà, là on va aller à la boulangerie, on va aller voir mes petites fées et on va passer, là il y a des snacks, ils sont tous de plein pied là. Donc il n'y a aucun problème d'accessibilité en centre-ville, presque tout est de plein pied. Hein. On va avoir un exemple flagrant de commerce adapté. Pardon. Pardon, merci. Allez, viens. Hop. Madame, bonjour. Ouais, de baguettes, tout ça. Il faut. Parce que je vois pas pourquoi on est en siège roulant et en fauteuil roulant et on peut pas rentrer dans les magasins. Donc si, il faut le faire. Vraiment. Donc voilà. Tu vas me voir en train de retirer les sous, la galère. Hein. Le million. Attention. Ah, par contre, les distributeurs sont pas très pratiques. Pour certaines personnes handicapées qui ont des difficultés avec leurs mains, ils n'arrivent pas à attraper la carte. Donc je pense que ça, il faudra
qu'il améliore au niveau de l'ergonomie. C'est pas évident pour toutes les personnes handicapées et ils sont un peu trop hauts encore. Mais bon, c'est mieux qu'avant, il y a du progrès. Hein. Tout le centre-ville, là, il est de plein pied, il n'y a pas de trottoir. Tu passes d'une chaussée à une autre, il n'y a pas un seul trottoir. Donc ça, c'est le top. Ce qui m'agace vraiment le plus, c'est les gens qui... Parce qu'être handicapé, c'est pas si compliqué. Le truc, c'est que c'est les valides, bien souvent, qui nous compliquent la vie en faisant n'importe quoi, en se mettant sur les trottoirs, par exemple, ou sur les passages piétons, sur les bateaux, sur les places handicapées. Qu'est-ce qui m'énerve? Les gens qui se garent sur les emplacements GIC et GIG. Mais il y a de l'amélioration. La police a fait des efforts là-dessus et je pense que les mentalités ont évolué. Quand je vois un valide sur une place handicapée, je suis obligé de le faire partir de cette place parce que le problème des personnes handicapées, c'est qu'elles osent pas bien souvent. Alors moi, vu que j'ai aucun problème ni aucun complexe envers les valides, quand j'en vois un sur la place handicapée, je suis obligé de lui dire. Et vu que si on me regarde comme ça se voit pas, les gens ils me regardent bizarre en me disant mais de quoi il se mêle lui? C'est qu'une fois que je sors et que je prends le fauteuil, qu'ils voient que je suis vraiment handicapé et que j'ai besoin de la place, moi, comparé aux autres. Vous pensez quoi du mot handicapé quand les gens ils disent vous êtes handicapé? Vous en pensez quoi? Le problème des personnes handicapées, c'est qu'on leur a boué le crâne, on leur a dit ça, t'es handicapé avant d'être une personne. Alors qu'on est d'abord des personnes avant d'être handicapées. Moi, ça me vexe pas 2 secondes. Handicapé, c'est ce que je suis. C'est ce que la langue française a choisi comme mot. Donc, quand on dit regarde l'handicapé qu'elle a, en parlant de moi, ça me dérange absolument pas. Après, ça dépend sur quel ton il est dit. Si on dit c'est handicapé, là, par contre, je vais me retourner et demander ce qui se passe. Mais si on demande c'est qui l'handicapé qui est là-bas ou quoi, peu importe. C'est pas une insulte pour moi le mot handicapé en tout cas. Il y a un problème avec les handicapés, toi. Tu t'es débrouillé au volet. Et ce que je voulais dire, c'est votre définition à vous. Moi, j'aime bien la définition de Marcel Nuss. Je me sens une personne autrement capable, mais comme dit Seb, le mot handicapé ne me dérange pas. Si quelqu'un vous demande à la rue ce que vous est arrivé, vous répondez? Ouais, je réponds, j'ai pas de problème avec mon handicap. J'ai pas de complexe par rapport à lui, donc si on me demande, je réponds, ouais. Pas gêné. Non. Pour vous mettre mal à l'aise, vous les valides, c'est super facile. Par exemple, quand on rentre dans un endroit et qu'on nous dit allez vous asseoir, et que après vous réalisez que finalement on est déjà assis, ça vous met mal à l'aise. Mais nous, au contraire, enfin moi, en tout cas, ça me fait rien du tout. Soit je fais pas attention, soit ça me fait rigoler. Le truc qui m'agace le plus chez les handicapés, c'est le manque de reconnaissance et le fait de croire que tout nous est dû. Par exemple, les passages aux caisses prioritaires, quand on est assis, c'est une connerie de faire ça. Pour ceux qui marchent et qui ont des difficultés à rester debout, ça je le comprends. Mais moi qui suis assis et qui attends à la caisse, ça me dérange pas 2 secondes d'attendre. Je suis assis confortablement sur mon fauteuil et j'ai aucune douleur, j'attends comme les autres et ça me pose pas de problème. Pour beaucoup d'enfants handicapés, l'institution, c'est la parole des intimes. Et pour mes parents, ils faisaient qu'on y sentait et dire que je sortais de l'institution, ils me retiraient les appareillages et ils me laissaient vivre comme une enfant. Non, mais quoi. Mes parents, je pense qu'ils m'ont toujours regardé comme Sébastien. C'est ça. Et ça a été ma grande force. Ça leur remercierait jamais assez quand ils savaient que j'étais handicapé, mais s'il y avait des coups de pied au cul à prendre, c'est pas parce que j'étais handicapé que je ne les prenais pas, quoi. Ils ont fait des choses magnifiques, ils ont joué avec moi à cache-cache
avec la crèche. Ils me mettaient par terre. Moi, je me traînais sur une route et ils me faisaient semblant de me chercher. Et ça, c'est merveilleux quand on y repense. Je pense, par exemple, quand tu surprotèges, d'abord, tu n'es pas confronté à la réalité. Et si un jour tu es confronté, ça fait mal. Votre handicap, ça peut vous gêner pour avoir un travail, pour travailler comme une personne normale, peut-être pas exactement, mais pour travailler. Bah ouais, ça peut être gênant parce qu'on ne peut pas suivre le même cursus scolaire que vous. Donc déjà parce qu'on est handicapé, donc on a besoin de faire des séjours à l'hôpital ou en centre de rééducation, et du coup notre cursus scolaire n'est pas aussi élevé que le vôtre. Du coup après, pour trouver un travail, si la personne, le patron n'est pas confiant, ça peut être difficile d'avoir un travail pour nous. J'ai eu la chance, par le bouche à oreille, on m'a fait une proposition et j'ai eu la chance de rentrer à Decathlon. Ça m'a vachement aidé mentalement. J'ai fait quelque chose de ma vie. Je pense que je suis assez ouvert d'esprit et j'aime aller vers les gens. Et quand c'est vraiment des gens que j'apprécie, c'est vraiment de faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Enfin, j'aime aider les autres. Je suis hôte de caisse et je m'occupe en fait des caisses automatiques. J'ai 4 caisses automatiques et je gère tous les bugs info, de voir que les clients passent bien les articles comme il faut. Je gère malheureusement, il y a du vol, je suis obligé de gérer ça aussi. J'essaye de guider les clients quand ils ne savent pas comment ça marche et je fais en sorte que tout se passe bien, quoi. Moi je me dis, j'ai toujours eu la chance et le bonheur d'avoir eu des parents qui sont vraiment occupés de moi. Et ils m'ont laissé me construire, ils m'ont aidé, ils m'ont pas abandonné dans un foyer comme pas mal de gens font. Bon, je critique pas, mais voilà quoi. C'est clair que le fait de travailler à Decathlon, pour moi, ça a été vachement bénéfique, que ce soit dans mon épanouissement, dans ma vie de tous les jours, je sers à quelque chose, quoi. Tu vois, parce que moi, à l'école, j'ai toujours eu des difficultés. Et c'était une période de ma vie pas top, quoi. Le fait d'être rentré à Decathlon, ça m'a ouvert plein de choses. Le fait de me bouger le cul pour passer mon permis, et après tout s'enchaîne, quoi. Et puis au niveau du travail, ce qui est compliqué, ça dépend quel type de travail on cherche. Et le problème, c'est les aménagements des postes, qui ne sont souvent pas adaptés. Alors il y a des progrès, hein, il y a de plus en plus d'entreprises qui font en sorte qu'il y ait des espaces adaptés pour les personnes handicapées. Mais c'est compliqué, parce que voilà, chef d'entreprise, ils veulent du rendement. Donc quand on est handicapé et qu'on rentre dans le monde du travail, le code du travail n'a pas été conçu et adapté pour des gens comme nous. J'ai passé mon monitorat d'atelier, je suis moniteur d'atelier, et j'ai trouvé un poste de formateur en espace vert. Est-ce que concrètement tu inities les jeunes? Non, parce qu'ils m'ont mis au placard. Voilà, c'est bien de le dire ça. Pour que les choses changent un jour. Ils m'ont mis au placard parce qu'ils n'ont pas adapté mon poste. Voilà, parce que soi-disant, les jeunes ne vont pas comprendre. Voilà. Mais seulement l'éducation, elle se fait aussi, ça commence tôt l'éducation. C'est-à-dire que si on veut changer le regard sur le handicap, si on veut que les choses évoluent, c'est avec un mec comme ça qu'il faut le faire. C'est-à-dire, le mettre en valeur, lui donner les outils et les moyens concrets de faire bouger les choses, parce que ces jeunes-là, s'ils arrivent à s'adapter et à capter tout ça, du coup, ils auront en effet un autre regard. En plus, ce sont des jeunes en difficulté. Moi aussi, t'as fini. C'est tout, c'est fini. Pardon. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation scolaire aussi. Handicapé, c'est un grand titre, c'est un grand nom qui rassemble énormément de personnes très très différentes. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Oui. Explique ce que tu fais comme travail.
Il va à 2 endroits. Il va à Marseille et aux alentours. Et tu fais quoi? Au cimetière où il y a les morts, que tu as toujours peur. Tu fais quoi? Ouais. Voilà, il ramasse les feuilles. Il fait de l'entretien, espace vert. Oui, ils vont à Marseille. Un coup, ils peuvent être embauchés par une municipalité pour faire les ronds-points, pour faire, tu vois, des trucs comme ça. Les cimetières, parce qu'elle n'aime pas le cimetière. Il y a beaucoup de morts dans les cimetières. Franck est rentré il y a une quinzaine d'années ici dans cet établissement. Et donc Franck a une énorme qualité, c'est que donc il est régulier dans son travail, il est tenace dans le respect des consignes, et il y a toujours eu une qualité de travail et une régularité étonnante en ce qui le concerne. Donc l'ESAT est un établissement de soutien et d'aide au travail. Les ouvriers que nous recevons dans cet établissement sont des ouvriers qui sont orientés par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. L'intégration par le travail des personnes handicapées est une nécessité absolue. Ils ont une réelle vie sociale, c'est-à-dire que donc ils viennent par leurs propres moyens à l'établissement, certaines façons, de façon très autonome, c'est-à-dire seuls par les moyens de transport en commun mis en disposition par la ville. Il a eu beaucoup de mal au démarrage de se lancer dans la vie courante à cause de ce problème de langage et du regard des autres sur lui. Quelque part, ça a été un avantage parce que il est heureux. Il est heureux. Comme c'est difficile de dire ça, mais il est heureux parce qu'il voit les choses qui ont vraiment de la valeur pour lui. Pas les choses, l'argent, les choses comme ça, tu vois. Et puis il se fait vraiment du souci pour les choses importantes. Il va au vrai, c'est des personnes qui sont dans la vérité, quelque part. Le problème, c'est la société qui a un regard particulier sur eux, quoi. Donc, quand on parle d'handicap mental, on parle de folie alors que ça n'a aucun rapport. C'est un manque de connaissances, quoi. On ne les connaît pas, donc on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. On est dans un monde où c'est que l'économie, il faut aller vite. Il faut aller super vite. Donc, comme le temps c'est de l'argent, et comme l'argent c'est du temps, quoi. Donc on peut pas s'adapter à moi, quoi. Quelque part, il faudrait ralentir pour avancer plus. Donc un iceberg, il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Et souvent dans un iceberg, la partie invisible est plus importante que la partie visible. C'est exactement pareil sur le handicap. Les personnes handicapées que vous croiserez dans la rue, c'est la partie visible de l'iceberg. N'oubliez jamais qu'il y en a d'autres que vous ne verrez jamais. Vous faites des sports avec votre fauteuil ? Le problème, c'est la vitesse. La vitesse, c'est grisant. Si j'avais été ma ligne, j'aurais pris de la moto, j'aurais mis à la gamme. Mais je pense encore comme une nature qui aime bien le sport. Ça n'a rien à voir avec l'handicap. Des gens valides, ils ont mis sur ma ligne, mais ils n'aiment pas le sport. Moi, j'aime bien ce qui est sportif, le dépassement. De soi, tout ça, depuis tout jeune. Comme il y en a qui aiment lire, moi j'aime pas lire, mais j'aime le sport. Bon, ça tombe mal, c'est un bon patron handicapé, ça fout mal. C'est comme ça, il fait rien. Mes frères, ils faisaient de la moto de crosse, et moi comme je ne peux pas faire la moto, j'ai dit bon ben, j'achète une crosse
Mais je verrai bien s'il arrive à le conduire et au pire, s'il n'arrive pas, ben, on le revendra quoi. Les premiers coups ça a été un peu compliqué. Et ça a été une longue histoire d'amour entre le Croix et moi. C'est un bon défouloir aussi quand on aura la casquette et que tu as des problèmes, tu montes sur le coin, tu vas respirer la campagne, le bon air, tu rentres, tu recharges pour la semaine quoi. T'as un bon ami jusqu'à là, et voilà quoi. Et c'est l'aventure. Ça, c'est le coin. On fait toutes sortes de sports en vrai, on peut. Lui, c'est un cascadeur. Hein, moi, je suis un peu dangereux avec mon fauteuil. Ouais, il casse-cou. Je descends les escaliers. Vous faites des figures sur les parcs exprès là? Dans les skateparks? Pas encore, mais je vais peut-être y aller bientôt. Histoire d'aller voir ce que ça fait. En fait, tu sais ce que ça me fait penser, les manèges quand on part à pic, tu vois, on a l'impression qu'on va mourir, et ben là ça me fait la même chose. Là. Alors c'est reparti. Alors moi je suis spina bifida. Ça veut dire que quand je suis né, j'avais la moelle épinière sectionnée, donc il a fallu tout remettre. Donc j'ai des problèmes au niveau des jambes, mais je peux quand même marcher. Enfin, pas trop longtemps, mais je peux marcher. Et je pense que si j'avais pas eu mon handicap, j'aurais pas eu le caractère que j'ai là et j'aurais pas pu, je me serais pas autant amusé parce que malgré mon handicap et malgré ce que pensent les gens, le fait d'être handicapé, on peut s'amuser et j'en suis la preuve. Sans mon handicap, peut-être que j'aurais été en recherche de sensations, mais peut-être que j'en aurais eu d'autres. L'adrénaline que j'ai avec le fauteuil, je les ai découvertes quand j'étais jeune avec mes frères. On s'amusait, j'en avais un dans le dos et un qui était sous le fauteuil, et on s'amusait déjà à descendre les rues de Fréjus comme ça à fond. Et je crois que si j'avais pas eu mon handicap, peut-être que j'aurais pas été en recherche de sensations, je pense pas. Là, c'est venu en grandissant parce que je suis handicapé, vraiment. Là, tu vois ce que je viens de faire, là, quand je vais leur montrer ce que j'ai fait, ils vont me dire que t'es un taré, je le ferai jamais. Alors, c'est dommage. Si j'avais été valide, j'aurais fait peut-être beaucoup de sport et je ne sais pas jusqu'où je serais allé, mais j'aime bien la compétition. Est-ce que vous regardez les Jeux paralympiques? Je regarde pas les Jeux paralympiques. Les Jeux d'hiver... ça lui donne froid. C'est exactement. Je suis quelqu'un du soleil, moi j'aime pas ça les froids, alors je regarde pas. Par contre, les Jeux paralympiques d'été, ouais, je les regarde. Là en ce moment, à Sochi, ça m'intéresse pas, non. Ouais, craint le ski. Moi j'ai participé à 2 paralympiques. Et puis Séoul. Séoul. Séoul, il est allé aux Jeux Olympiques quoi? En 88. Séoul, c'est au Japon. Séoul, en 88. Et Barcelone en 96. Et dans quelle discipline? Dans le tennis de table et dans le football. J'ai la chance d'avoir mon volant de ma voiture d'origine. C'est un système électronique, c'est un cercle en fait électronique qui est fixé sur le volant. Et c'est tout simple, j'accélère juste avec un doigt, si je veux c'est vachement souple. Et sur le côté j'ai une barre en fait qui me permet de freiner. C'est ceux qui ont inventé ça, champion du monde. C'est bien quoi, ça te change la vie, et c'est vachement fiable et voilà.
c'est pas son. Enfin, pour moi, c'est pas le handicap de Fred qui fait son caractère. C'est Fred. Bon, malgré les kilos que j'ai en trop, j'ai la chance d'avoir une physique largement au-dessus de plein de joueurs. Par rapport au handicap que j'ai, c'est vachement léger par rapport aux autres, donc c'est un atout énorme, quoi. Je peux aller chercher des balles carrément sur les côtés, je peux revenir. Il y en a plein qui sont bloqués là, ils ont les freins, ils bougent pas, quoi. Par contre, au niveau technique, c'est clair que c'est différent. On ne gagne pas un point de la même façon quand on est sur une chaise que quand on est debout. On est par un exemple simple, on est sur une chaise, on envoie une balle bien haute qui retombe juste derrière le filet. En chaise, on a gagné le point. En valide, on se prend une frappe dessus et puis on a perdu le point, au contraire. Donc il y a quand même un jeu spécifique techniquement. Je dirais au niveau règles, alors c'est très très proche du jeu valide. Il y a 2 règles spécifiques. Il y a au service, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on a le droit en valide, c'est-à-dire on n'a pas le droit de servir de côté. Et également la deuxième règle spécifique, c'est qu'en double, donc les doubles en fauteuil prennent la balle quand ils veulent, au contraire du valide où on doit la prendre une fois sur 2. Voilà. Sinon tout le reste c'est les mêmes règles. D'ailleurs, il y a beaucoup d'handis. C'est pas le cas de Fred, à mon grand désespoir, mais il y a beaucoup d'handis qui jouent aussi en valide. Et ça leur fait du volume en plus et qui jouent en phase de valide, quoi. Moi, je suis Evelyne Diaz, entraîneur de basket au sein de l'association Oustao Esterel, qui est basée à Aubagne. Et j'entraîne donc 3 équipes de basket en sport adapté tous les vendredis ici donc au gymnase de la Colombe à La Penne. Donc le sport adapté, c'est le sport adapté aux personnes ayant un handicap mental ou psychique. Parallèlement, il y a handisport pour les personnes atteintes de handicap physique. C'est 2 fédérations complètement différentes pour des publics complètement différents aussi. Les différences de handicap, en fait, moi je les regarde même pas. Moi je regarde, c'est le sportif. Pour moi, c'est des sportifs à part entière et qu'ils aient tel ou tel handicap, je mets même pas de nom dessus. Parce que ça m'apporte rien au niveau sportif. Par contre, ça m'apporte de voir ce qu'ils ont comme capacité physique, de mobilité, d'équilibre, après d'appréhender le geste, d'appréhender le shoot, le dribble. Et moi, je suis plus dans la technique basket, que j'adapte au fur et à mesure en fonction de telle ou telle personne, de ses capacités. Mais leur handicap, même à force, moi, je le vois même plus. Pour moi, c'est des sportifs. Oui, quelqu'un qu'on fait. Tu cours, hein? On court qu'on fait. C'est avec Evelyne. Et là, depuis combien d'années tu fais du basket? 10 ans? Combien d'années? 10 ans? 15? Franck, je trouve qu'il est... il s'ouvre. Il y a des moments donnés, avec son handicap, sa maladie, il est un peu plus fatigué. Donc ça, je sais, à un moment donné, je le vois, je lui demande de moins. Quand on est en match, il ressort du match ou il rentre après. Mais bon, ça c'est son handicap qui fait que on fait avec et on fait attention surtout à ça. C'est le seul de l'équipe des 3 qui sait faire son tir en course. Donc qu'il a appris quand il était beaucoup plus jeune, quand il était au club d'Aubagne, de basket d'Aubagne, valide. Donc après il est venu chez nous parce qu'arrivé à un moment donné, il ne suit plus le rythme des seniors valides. Et du coup, il a pu montrer aux autres, dire moi je fais, mais sans prétention ni rien, c'était dire il faut faire comme ça. Et il montre un petit peu aux autres que on peut faire un tir en course, qu'on peut... toujours avec le sourire, toujours avec l'envie de faire. Le sport, de toute façon, ça apporte autant aux personnes valides qu'aux personnes handicapées. C'est pas... Pour moi, ça leur apporte exactement la même chose. Et un grand sourire en fin d'entraînement, ça veut tout dire. Et on ne lui impose pas, c'est lui qui a envie vraiment de venir. C'est pas demander qualité de patient. Patient. Parce que c'est pas une personne
qu'avec des problèmes. J'ai aussi beaucoup de patients. J'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup l'art en général. J'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup les personnes. En général aussi. Je sais pas, j'ai des tas de passions, mais que je ne peux pas forcément pratiquer parce que je suis pas dans une bonne situation pour le faire. Ça, c'est dommage. J'aime beaucoup écrire. Ouais. L'écrire. J'aime la beauté en général. Les animaux. Je crois que j'aime la vie. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune. Avec mon handicap, c'est impossible. Mais j'ai beaucoup dessiné. J'ai exposé aussi. Sébastien, c'est une vedette d'abord, parce que c'est un artiste peintre. Malgré ce handicap, ce mouvement désordonné qui l'empêche d'être comme nous tous, eh bien, c'est presque un avantage pour lui, parce que il va se saisir de son pinceau, attraper sa couleur, des belles couleurs en plus. Il arrive à faire des tonalités que moi-même j'ai des fois du mal à maîtriser. Et ce pinceau va partir sur la toile d'un geste maîtrisé et il va nous faire comme ça des tableaux formidables. Au même titre que les autres personnes handicapées ou valides dans cet atelier, on est tous confrontés, non pas à la copie blanche, mais à la toile blanche. Seb, ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter. Il vient avec son modèle, me dit « Domi, j'aimerais faire ça ». Très bien. Alors je l'aide un petit peu. Je vais monter le dessin. Des fois, je vais mettre un gabarit, un cache, pour lui permettre de peindre le fond à l'aise. Ensuite, j'enlève le cache. Et puis Sébastien, eh bien, il va y aller tout doucement. Et au bout de 2 heures, eh bien, Domi vient voir. Et là, on a déjà un tableau formidable. Et celui-là, à chaque fois que je fais un tableau, à la fin, quand je le regarde, je me dis, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Parce que j'ai quand même des problèmes de coordination, tout ça. Je m'impressionne, tout ça. Mais c'est idiot de dire ça, mais... Oh, sincèrement, je pense que Sébastien est comme tout le monde, au niveau de cette passion. La peinture, c'est en lui, au même titre que toutes les personnes qui sont dans cet atelier de peinture. On n'a pas forcément ni les uns ni les autres des facilités, mais on a envie de peindre tout le temps. Et ça lui permet de maîtriser son geste, de se concentrer et puis d'être vraiment souriant, épanoui par rapport à ce qu'il produit lui-même. Donc pendant 2 heures, c'est une évasion totale. C'est vrai que la peinture, c'est un moyen d'expression assez important pour moi. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Faire les petites. Je m'en mets 5. De suite, Le marché, c'est... Au printemps, c'est vraiment un bonheur, quoi. Il y a des odeurs et tout, là. Je trouve sensuel le marché. Parce qu'il y a des belles filles, les gens sont souriants. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Il n'y a pas d'aubergine en ce moment? Pour la ratatouille, je ne connais pas. Une ratatouille sans aubergine. Ah, je vais en trouver.
Salut Charlie. Coco. On va attaquer la ratatouille. On va attaquer avec le poivron d'abord. Alors le but c'est d'éplucher et de découper tous les légumes. Donc en général je laisse 1 ou 2 doigts. Moi je trouve que faire la cuisine c'est un peu comme quand on fait l'amour. Voilà, on attaque les préliminaires. Tu vois. Et je trouve que c'est très charnel parce que tu vois, il y a des formes, il y a beaucoup de sensualité dans la cuisine. Moi je le ressens comme ça. J'appréhende un peu quand la maladie elle va évoluer où je ne pourrai plus faire la cuisine. Il faudra la faire pour moi. Donc j'aurai une assistante ou un assistant pour m'aider à faire la cuisine. Comme je revendique aujourd'hui une aide pour certaines personnes handicapées qui n'ont pas accès à leur corps ou à leurs mains pour pouvoir faire de la cuisine, pour pouvoir faire l'amour. Je pense qu'il faut de l'aide. Pour la cuisine, j'aurai jamais de problème. On me l'accordera toujours. Et pour l'autre, c'est pas pareil. Pour les histoires de sexe. Est-ce qu'il y en a qui sont papas dans... Non, nous non. Nous on a essayé, puis on n'est pas arrivé. Ben moi j'ai essayé de faire un enfant à Seb. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Du coup, bon, ben, on a arrêté quoi. On a essayé entre nous, ça marchait pas. Et ma plus grosse déception, c'est les côtés amoureux, quoi. Dis donc, j'ai pas réussi. Mon plus gros regret, c'est de pas avoir réussi à faire une famille, quoi. C'est pas 54 ans que je veux faire une famille, à moins qu'il y ait une femme qui se sacrifie pour moi, quoi. Franck, ma chérie. Ouais. Franck, avant, Céline, tes petits bébés vus ensemble. Moi, un château à la maison ensemble. Maman et papa à moi, a dit oui, peut tomber à Franck. Nadine Ribiche a dit oui aussi. Franck et Coco câlin. Écoute-moi là. Un pata bébé, non, on ne peut pas. Non, moi, on a péri un cœur. Un cœur. Une maladie là, et là, pas tout. On ne peut pas, on a péri un cœur. On sera un petit peu dehors. On a un sucre, un lion, tout ça. On va serrer les mains. On va serrer les mains ensemble. Ah oui, moi je me ferai qu'un. Oui, calme, doudou. Non, j'ai pas de petite amie, non. Je suis pas un mec qui va draguer, moi, c'est pas du tout dans mon délire, j'ai pas le culot nécessaire pour ça. J'ai des potes qui sont handicapés et qui, eux, n'ont aucun problème, ils osent. J'aimerais bien être comme ça, mais c'est pas du tout mon truc. Alors je laisse la personne venir à moi la plupart du temps. Mon handicap ne gêne pas les filles quand elles me voient comme ça, elles se disent, wow, il est sur un fauteuil, mais ça va, il passe bien.
Le problème, c'est quand elle voit le côté obscur de mon handicap. Quand elle voit les problèmes que m'impose mon handicap, là, ça leur pose un problème et du coup, bien souvent, elles s'en vont. Mais d'apparence, comme ça les gêne pas. Donc du coup, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs petites amies, ouais. C'est quoi le côté obscur de ton handicap? Le côté obscur de mon handicap, c'est de ne pas avoir de sphincter comme le commun des mortels. Le sphincter, c'est quelque chose, le petit clapet qui vous permet de vous retenir quand vous avez envie d'aller aux toilettes. Moi, je l'ai pas. Donc du coup, là, ça va mieux, mais étant plus jeune, je le maîtrisais pas aussi bien que maintenant. Et même maintenant, je suis pas à l'abri d'une catastrophe sans que je m'y attende. Et du coup, ce problème-là, ça fait peur aux filles. Ça peut les rebuter. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mon handicap, il est bien, mais il est en même temps très, très, très contraignant. Ouais. Et sexuellement? Sexuellement, par contre, l'avantage, c'est que j'ai pas de sensibilité dans le bas du corps, et pourtant, j'ai aucune difficulté à avoir des rapports sexuels, par contre. Handicap, c'est pas synonyme de pas pouvoir avoir d'enfants. On peut avoir une vie sexuelle. On peut avoir des enfants ou pas. Entre un temps normal dans la sexualité est un peu difficile. Alors, en cuisine, c'est vraiment quand je fais la métaphore avec le plaisir charnel, c'est que vraiment la préparation, c'est les préliminaires. Et l'orgasme, ça dure pas longtemps parce que c'est au moment où tu manges, quoi. C'est où l'orgasme, c'est pas bon, quoi. Si c'est raté, on n'est plus dans l'orgasme, on est dans autre chose. Quand j'étais plus jeune, je croyais au grand amour, à rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, à rencontrer quelqu'un, à la limite de la princesse et du prince charmant, quoi. Des personnes handicapées qui ne veulent pas entendre parler d'accompagnement, d'aide à la sexualité, parce qu'ils sont dans l'espoir de rencontrer le prince ou la princesse charmante. Mais la vie, c'est pas passé comme ça, non. Non, l'assistante ne ferait pas l'amour à ma place, elle la fera avec moi. Elle m'aiderait. L'assistant, en fait, moi j'aime pas tellement le mot d'assistant sexuel, je préfère le mot aidant sexuel ou accompagnement sexuel. Assistance, le mot assistance, il est péjoratif dans notre pays. On n'est pas assisté à avoir la sexualité, c'est en général des personnes handicapées qui n'ont pas accès à leur corps, mais à la vie, quoi. Ils peuvent pas faire la cuisine eux-mêmes, ils peuvent pas se manger seuls, ils peuvent pas se laver seuls, ils peuvent rien faire d'eux-mêmes. De personnes handicapées qui s'aiment, qui peuvent pas se mettre au lit ensemble. L'assistance sexuelle aussi, c'est son travail. De mettre les gens en bonne condition, de les mettre au lit, de les habiller, de les aider. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de se caresser, de se toucher? De quel droit, s'ils s'aiment? Alors, c'est tout un débat, c'est compliqué, mais parce qu'en France, on aime bien se compliquer les choses aussi, c'est surtout pour ça. Parce que dans d'autres pays, ça y est depuis longtemps et ça gêne personne. Je sais qu'il y a certains psys, certaines associations de féministes, d'abolitionnistes de tous bords, qui pensent que c'est pas absolument nécessaire, quoi. On peut vivre sans sexualité. Oui, bien sûr, on peut vivre sans sexualité, ouais. Je mets au défi n'importe quelle personne de ne pas avoir de relation sexuelle pendant 1 an, juste 1 an, et on verra à ce moment-là si c'est pas une nécessité pour tous. Et je trouve que c'est pas une anomalie de le réclamer, c'est pas pervers, c'est pas vicieux. Dans ces cas-là, alors,
toutes les personnes handicapées valides, elles arrêtent de s'envoyer en l'air, quoi. Tu vois, ça, c'est pas érotique, ça. Quand tu épluches une aubergine, oh, tu la maries. Moi, je vais revenir à mon cas. Je suis handicapée de naissance. Je sais pas ce que c'est marcher. Non, il n'y a aucun. Je n'ai aucun manque. Je n'ai aucun manque. Et toi, tu es comme ça. Alors j'ai du mal à comprendre quand on a jamais de sexualité, mais autant de non. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu créé par la société, par les médias, par les films, par les... C'est pas clair. Moi, je suis pas clair par rapport à ça. C'est pour l'assistance sexuelle. Parce que moi, en tant que personne handicapée, j'ai du mal à me trouver une partenaire. C'est comme tout le monde, j'ai envie, quoi. J'ai envie. Mais pour c'est un besoin physiologique. Les envies, ça ne met pas toujours la sauce, quoi. Il faut avoir aussi une certaine pratique. D'ailleurs, je suis MC, donc je suis incapable de me masturber correctement. S'il y a autant d'handicapés chiants et pas très respectueux, c'est peut-être en partie à cause de ça. Pourquoi interdire la sexualité aux handicapés? Alors que tout le monde a besoin de ça. Il y a un truc à faire, en tout cas, pour les personnes. Sinon, ça va être clandestin, et la clandestinité, ça apporte jamais grand-chose de bon. Alors, il y a toujours d'autres... on peut se diriger vers la prostitution, évidemment, mais... En même temps, tu m'as parlé de prostituées, des trucs comme ça. Je t'aurais dit exactement, oui, les prostituées, c'est pour... c'est pas... mais c'est profiter des femmes, c'est impensable, je ne pourrais jamais faire ça, parce que... Une personne handicapée qui en arrive à cet état-là, c'est-à-dire qui commence à demander une aide à la sexualité, c'est pas quelque chose de facile, quoi. C'est pas... Il faut avoir fait un sacré boulot, un sacré chemin dans sa tête, dans son corps, pour en arriver là, se décider à passer à ce stade-là, c'est tout sauf simple, parce que c'est vraiment, la douleur, elle est à l'extrême, quoi. Mon père, personnellement, moi, je vois un peu. Mais c'est une prostituée, moi. On peut appeler ça comme ça. Ça fait quelques années qu'elle vient chez moi. Et on s'entend bien, on se connaît, on a confiance. Et c'est pas pour ça que je tombe amoureux. Donc en fait, les danses sexuelles, elles rencontrent la personne en situation de handicap avant, pour voir un peu le type de handicap qu'elle a et quelles sont les attentes de la personne handicapée, et elle de définir ses limites, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne veut pas faire, etc. Tu peux tomber amoureux de l'assistant, comme tu peux tomber amoureux de ton aide-ménagère, de ton aussi à lui. Ça se commande pas. Moi, j'ai fait venir quelqu'un pour m'aider il y a quelques années. Un jour, je lui ouvre la porte, elle me sourit, je sais pas, différemment, et je commence à tomber amoureux d'elle. Ça se commande pas.
Et pour empêcher ce risque, on m'a interdit à son service. C'est dit pour pas sonner, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont gênés parce que c'est un service rémunéré. Pourquoi la sexualité serait sacrée? Pourquoi, dans ces cas-là, il faut supprimer l'argent dans la société? Et tous les services, aller voir un docteur, une infirmière, une aide ménagère, pourquoi on les paye? Tout le monde travaille bénévolement. Après, il y a le côté argent aussi qui remet un peu, qui recadre bien, quoi. Qui arrive à parler de ça. On ne peut pas identifier, je dirais, des gens contre par rapport à une idéologie politique, religieuse. Parce que, par exemple, chez les cathos, chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez toutes les religions qu'on veut, quoi. Il y a des gens qui sont pour, et il y a des gens qui sont contre, et même chez les athées. Il y a des gens qui sont pour, et il y a des gens qui sont contre. Quand on se place d'une extrême gauche à une extrême droite, en passant par le centre et tous les partis politiques que vous voulez, j'ai rencontré des gens pour et des gens contre. Donc je crois que c'est un rapport plus avec l'histoire de chaque individu. C'est sa propre histoire, c'est sa propre identité sexuelle qui fait où il va être pour, où il va être contre. Je vais vous mettre un petit peu, mais en fin de cuisson, un petit peu de basilic dans la ratatouille. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. On ne se lâche pas assez en cuisine. Il faut prendre la base, l'original, et après il faut se lâcher. C'est comme un amour, voilà, il faut lâcher prise. Hein, il y a le mode d'emploi original, on sait comment on fait l'amour, voilà. Et après il faut avoir de l'imagination. J'imagine que celui qui a fait le Kama Sutra doit avoir une imagination débordante. Bon, il n'est pas très accessible, je reconnais. Je reconnais que pour une personne handicapée, le Kama Sutra, ça nous fait souvent beaucoup rigoler quand on voit toutes les positions que vous arrivez à faire, les valides. On se demande après si les ostéopathes, ils n'ont pas du boulot, hein, plus tard. C'est très drôle. Mais c'est bon. Là, je crois qu'on est prêt pour attaquer la cuisson. Ouais, il faut que je m'organise. Ah, voilà, le ratatouille. Alors, on va en mettre pas mal, là. Parce que l'aubergine, c'est un légume qui pompe. Mais vous allez voir, l'aubergine a déjà tout aspiré. L'huile, ces cas-là, il faut rajouter. On va faire un transfert. Hop là. Bon, il y a une aubergine et puis c'est pas grave. Arrêtez. Une main. Avec l'écran. C'est fort. Moi non plus. C'est arrivé. Et on va revenir là. Voilà, et là on a le couvercle idéal. C'est la ratatouille orgasmique. Je te serge. Vas-y, serre-toi. Non, je te serge. Allez. Mais bon appétit. C'est pas un bon plan de filmer pendant que je goûte. Parce que si c'est pas bon, je fais quelle tête? Ah ben justement, tu es sincère. Si c'est pas bon, je dis écoute, tu es mon ami, mais moi c'est pas comme ça que j'aime la ratatouille. Voilà. Faut pas faire semblant. Lourde responsabilité. Ah, je t'assume. Si tu mens, tant pis pour toi. C'est très bon. Est-ce que vous croyez qu'on est malheureux? Non.
Est-ce qu'on a l'air malheureux? Non. Mais peut-être que vous êtes malheureux. Non, mais il n'a pas tort. On est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a nos états d'âme. Il y a des moments où on n'est pas heureux tous les jours. Hein. Il y a des jours, Cathy, elle le sait, elle travaille avec moi toute la journée, elle me supporte. Il y a des jours où j'ai pas envie de rire, des jours où j'ai des douleurs. Ça, il y a des jours où il est malade, il est pas bien. Lui qui est un être humain, c'est pareil. Oui, c'est la seule chantilly musicale. C'est une chantilly fabriquée au Brésil. Et voilà. Mais par contre, c'est glacé. Hein. Alors, nous allons assister à une érection culinaire. Hop, hop, hop. Oui, c'est très difficile de viser juste dans une éjaculation culinaire. Ah, c'est beau, hein. Après, vous voyez la belle fraise trempée. J'ai mal au ventre, coupé. Je reprends. Respirer. Non, mais je veux dire, une personne handicapée, fondamentalement, elle est pareille que tout le monde, sauf qu'elle est différente. Voilà, ça a été super de faire le groupe avec vous.